Et non, je ne suis pas en train d'étaler du liquide tubeless, je suis bien en train de coller mon boyau. Je vais vous raconter une histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'histoire incroyable, faite de soie et de latex, l'histoire du boyau. Et quel peut bien être le point commun entre le pragmatisme anglo-saxon et la haute couture italienne ? Eh bien c'est cet objet, le boyau, ce fleuron de l'industrie indissociable de l'essor du vélo dès la fin du 19e siècle. Je m'en vais vous conter cette histoire. Alors aujourd'hui, un boyau, c'est quoi ? C'est assez proche de ce qui se faisait au tout début du 20e siècle. C'est une chambre à air, souvent en latex, parce qu'on est sur un produit destiné à la performance, entourée d'une carcasse, ici elle est en soie par exemple, qui est cousue en son centre, sur laquelle on vient ensuite coller la chape qui permet d'avoir les caractéristiques d'adhérence. Ce sera important, on en parlera tout à l'heure, notamment en cyclocross ou sur la piste, pour choisir ce qui correspond le mieux à sa pratique. On vient ensuite coller ça sur la jante, on montrera un petit peu comment ça se passe plus tard. Et l'histoire du boyau est presque aussi vieille que l'histoire du vélo elle-même. En effet, c'est dès l'année 1888 que John Doyle Dunlop dépose le brevet de la chambre à air. Il avait des enfants qui avaient des tricycles et qui, il faut bien le dire, n'étaient pas très confortables. Il a donc eu l'idée, lui, l'industriel, de trouver quelque chose pour rendre plus confortables les jeux de ces petits bambins. Il a alors inventé l'ancêtre de la chambre à air, une bande de caoutchouc gonflée à l'air. C'était fort fragile et dans les années 1890, il a commencé à le perfectionner et à coudre une carcasse protectrice autour. Le boyau était né. Et le succès a été immédiat. Même si le pneu à tringle a été inventé par les frères Michelin à peu près dans les mêmes années dès 1891, c'est bien le boyau qui s'impose. Pourquoi ? Parce que pour cette époque, il était beaucoup plus facile d'installation, mais aussi de fabrication, et la fabrication des roues, des jantes était beaucoup plus facile. N'oublions pas qu'à l'époque, elles étaient en bois ou en acier forgé, et donc c'était beaucoup plus compliqué de faire des jantes à crochet pour pouvoir mettre les pneus, et les tringles elles-mêmes des pneus étaient très difficiles à réaliser. Le boyau était plutôt facile, on connaissait la colle, on n'a plus qu'à l'appliquer sur la jante. Et il fallait bien ça parce que si, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, la chaîne a permis l'accélération du vélo, la vitesse a posé d'autres problèmes, notamment de confort sur les routes défoncées de l'époque, toujours avec des jantes en bois et en acier pas super confortables, mais aussi des problèmes d'adhérence, notamment lors des freinages. Il fallait donc trouver un système comme un amortisseur qui permette d'avoir de l'adhérence et de l'absorption des vibrations. Ce système à air était la solution rêvée et va donc s'imposer avec l'essor des premières grandes compétitions comme les Paris-Brest-Paris, mais aussi les compétitions sur piste, au Vel d'Hiv par exemple, comme l'atout majeur des compétiteurs. Au début du XXe siècle, l'euphorie autour des courses de vélo est immense en Europe et toutes les entreprises s'y mettent. On commence à avoir des grands noms comme la marque Clément, disparue aujourd'hui, mais la plus réputée à l'époque. Elle équipe tous les compétiteurs de haut niveau avec des boyaux fabriqués à la main et cousus à la main en Italie. Des marques connues aujourd'hui comme Victoria par exemple, mais aussi Pirelli ou même Goodyear prennent vite l'ascendant et se développent au milieu du XXe siècle. Le boyau offre alors de nombreux avantages. Une sensation de confort inégalée, mais aussi un coefficient de rendement hors norme et une légèreté par rapport aux jantes accrochées encore compliquées à réaliser. Le boyau se perfectionne au fil des ans et atteint son apogée au milieu du XXe siècle. Toutes les matières sont disponibles, de la soie, du coton, et les chambres à air maintenant sont en latex, ce qui permet toujours plus de rendement et aussi un gain de poids considérable. C'est toujours l'atout des compétiteurs, mais avec l'essor de l'industrie, il se démocratise et envahit toute la population. Seuls les ancêtres des vélotaffeurs vont se diriger vers les pneus à tringles qui commencent à être un petit peu plus faciles à changer, mais n'égalent pas les boyaux en termes de rendement, d'accroche et de confort. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que le pneu à tringles, comme on le connaît aujourd'hui décliné en tubeless et aussi en hookless sur des jantes sans crochet, commence à rivaliser avec le boyau en termes de performance. Si les professionnels jusqu'à très récemment privilégie toujours le boyau, les pneus commencent réellement à englober toute la population jusqu'à un certain très haut niveau. En effet, le boyau, s'il était simple d'installation et de fabrication au début du XXe siècle, au début du XXIe, il est relativement dépassé. L'industrie a permis de faire des roues plus faciles à produire, mais aussi plus légères, donc certains intérêts du boyau, comme avoir des roues plus légères, finalement commencent à être dépassés ou en tout cas rattrapés. Coller un boyau, c'est aussi tout un art et aujourd'hui on n'a plus réellement la patience de faire ça. Bien sûr, les puristes vous diront que c'est un moment où on entretient son vélo, où on entretient la Rolls, des belles roues, des beaux boyaux qu'on a choisis, qu'on a laissé sécher. Paraît-il qu'il faut les laisser sécher jusqu'à ce que, quand on mord dedans, on voit la trace des dents qui restent. Ça veut dire que la matière est particulièrement tendre et prête à absorber toutes les petites aspérités de la route et à rendre le meilleur en termes de sensations. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Pourquoi le boyau semble sur le déclin, en tout cas dans le monde professionnel ? Ce produit semble s'adresser à certains puristes et à certaines disciplines. En effet, par exemple, la saison de cyclocross vient de s'achever, et en cyclocross, il est encore majoritairement utilisé. Pourquoi ? Parce qu'un des avantages majeurs du boyau, c'est qu'on ne peut pas pincer avec. Effectivement, la chambre à air ne tend pas coincée entre la jante et le pneu libre. On ne peut pas réellement, ou il faut vraiment
pas de chance pour pincer, ça fait quand même une des principales causes de crevaison en moins. L'autre intérêt, c'est qu'avec un boyau solidement collé à sa jante, on peut continuer à rouler crevé. C'est aussi pour ça que ça avait été utilisé en compétition, parce qu'on pouvait continuer à rouler sur son boyau sans risquer ni d'abîmer trop sa jante, ni surtout de déjanter puis de chuter, continuer à rouler en attendant sa voiture. Parce que oui, pour que le boyau soit utilisé à son meilleur niveau, c'est mieux d'avoir une voiture suiveuse plutôt que le boyau autour des épaules à l'ancienne, et c'est bien si on a un mécano aussi qui sait soit les changer, soit les réparer. Et ça, c'est de plus en plus rare, et surtout, c'est pas donné à tout le monde d'avoir sa voiture suiveuse. Parce que crever en boyau sur le bord de la route, évidemment, les puristes vous diront que ça se change facilement, qu'on peut le décoller, qu'il y a des astuces, etc. Ça reste quand même beaucoup moins facile, évidemment, que de le faire avec une chambre à air. Et cette facilité d'installation alliée au progrès des paires de roues accrochées et au progrès des pneus eux-mêmes font que le boyau aujourd'hui commence à être dépassé et réservé pour certaines disciplines, comme le cyclocross, je le disais, mais également comme la piste, parce que les sprinteurs, lorsqu'ils sont lancés à 80 à l'heure, et j'insiste sur le 80 à l'heure, même si certains d'entre vous ne sont pas d'accord, lorsqu'ils sont lancés à cette vitesse dans les virages, les contraintes sont énormes et un risque de déjantage est réellement présent avec les jantes accrochées, alors qu'avec de la colle et un sérieux coup de main, impossible de déjanter, sauf en cas de grosse chute. Même si les technologies de pneus tubeless, chambre latex, hookless se développent et rattrapent en termes de performance les avantages du boyau, il a encore de belles heures devant lui. Non seulement c'est un objet d'art, un objet de puriste, pour mon premier record, il avait été fait sur mesure par un artisan français, François-Marie Boyau, qui m'avait choisi particulièrement la matière de la chambre à air et de la chape et de la carcasse, de façon à ce que j'ai le meilleur rendement possible. En effet, sur la piste, je n'ai pas besoin d'absorber les aspérités de la route, j'ai besoin de pouvoir gonfler très fort, ce qui est possible avec un boyau et pas avec un pneu. En effet, celui-ci, par exemple, de 19 de section peut monter jusqu'à 20 bars, autant vous dire que vous atteindrez la limite de la pompe avant la limite du boyau. Mais la piste n'est pas le seul endroit où on peut avoir un intérêt avec le boyau. En cyclocross par exemple, là où les pneumatiques sont prépondérants, le choix des pneumatiques est prépondérant, les boyaux sont encore largement utilisés. Ils permettent de gonfler relativement bas, de rester sur la jante, et aussi d'éviter de crever par pincement. C'est un des avantages majeurs du boyau, on ne peut pas pincer. Ça évite donc des ennuis mécaniques à répétition, et en cas de crevaison, parce que ça arrive quand même, eh bien on peut continuer à rouler sur la jante, ce qui n'est pas possible en pneu au risque de déjanter. Là on peut rejoindre le poste de dépannage ou attendre sa voiture suiveuse en continuant à rouler et donc en ne perdant pas trop de place pendant sa compétition. Vous l'aurez compris, on est sur un produit presque de luxe, voire de collection, ou alors de haute performance qui s'adresse à ceux qui ont une voiture suiveuse ou un poste de dépannage. Mais son charme repose aussi dans son installation. Est-ce que vous savez coller un boyau par exemple ? La jante, le cerceau est particulier et c'est d'ailleurs grâce à ces caractéristiques que le boyau s'est développé. En effet, pas besoin de réaliser de crochets qui étaient compliqués à faire il y a 150 ans, tout simplement une jante relativement lisse avec une rigole dans laquelle la colle va venir s'étaler pour assurer une adhérence parfaite au boyau. Mais à l'heure de la transition écologique, le boyau, c'est aussi un produit quasiment immortel. Bien sûr, on peut user la chape, mais en cas de crevaison, les meilleurs d'entre nous, ou plutôt les meilleurs des mécanos puristes et historiques, parce que je serais bien incapable de le faire, sont capables de découdre minutieusement le boyau, de changer la chambre à air et de recoudre. Ça permet par exemple sur un boyau qui coûte parfois un petit peu cher, de prolonger sa durée de vie et d'avoir cet aspect haute couture, luxe que l'on aime aussi dans le vélo. Mais ce savoir-faire, on le retrouve dès l'installation du boyau. En effet, coller un boyau, c'est tout un rituel. Vous trouverez autant de méthodes que de monteurs, même si évidemment les bases restent les mêmes. Un boyau bien collé, c'est une sensation sur la route inégalable de confort, de fluidité. On pourrait presque entendre le boyau siffler sur l'asphalte. C'est une sensation très agréable que si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer parce que si on n'est pas associé à la performance à tout prix, au coefficient de roulement le plus faible possible, eh bien la sensation du boyau est vraiment inégalable. Évidemment, en cas de crevaison sur le bord de la route, ça peut être un peu compliqué à réparer, mais la sensation vaut le coup et les puristes vous diront que ça change assez bien en bord de route. Notez qu'avec la pression que l'on peut mettre dans le boyau, on peut même rouler sans l'avoir collé, au moins le temps de rentrer à la maison. J'espère que cette découverte ou cette plongée dans l'histoire du boyau vous a plu. Dites-moi si vous connaissez et si est-ce que vous pensez du boyau. Je vous laisse débattre chacun sur sa team, la team tubeless, la team latex, la team boyau. Moi en tout cas, j'aime beaucoup garder les boyaux sur certains usages, notamment la piste. Mais pour l'entraînement quotidien, il faut bien avouer que les pneus sont plus pratiques, plus sécures, surtout lorsque l'on part rouler un peu loin de la maison et tout seul. Mais c'est un objet que je ne vois pas et que je ne veux pas voir disparaître du monde du vélo. Et j'aimerais même apprendre à les réparer. Peut-être qu'on fera un tuto. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et surtout roulez bien sur GCN en français.